voilà, de retour, donc, pour la deuxième partie, jusqu'à la fin, en mode Bissonnet-Bisso freestyle, libre antenne. Mais bon, voilà, avec quand même des petits sujets. Il y a des choses qu'on voulait aborder, en plus, sur tous les pays. On va faire un petit tour, parce qu'il se passe pas mal de choses. On a parlé des USA, mais la Syrie, en ce moment, c'est... Alors, la Syrie, j'ai envie de dire, on en parle sans en parler, parce que moi, j'en entends beaucoup parler, évidemment. C'est vrai qu'ils peuvent pas s'empêcher dans les médias de nous en parler. Mais on nous raconte toujours encore, et c'est un nouveau storytelling. Alors, on est sorti les djihadistes matin, c'est admis. Hein, ça, bon, pendant longtemps, c'était conspi de dire qu'il y avait des djihadistes en Syrie. Fut un temps, les premières émissions avec Thierry Besson, ici, je me rappelle, il se faisait traiter de conspirationniste dans tous les journaux parce qu'il disait qu'il y avait des djihadistes en Syrie. Et donc là, c'est admis. Hein, c'est marrant, ça, on est passé... C'est fou. Ça, faudrait quand même revenir un peu sur ce changement de paradigme. Parce qu'il n'y a pas longtemps encore, j'ai vu une émission surréaliste, je vous invite à regarder l'image, où il y a Elisabeth Guigou, donc notre ancienne ministre, socialiste, machin, qui est président de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, donc un poste aussi très important. Hein, et cette dame donc était confrontée à un analyste, je ne me rappelle plus son nom, et qui lui remet dans la figure, de façon légale, parce que lui ne peut pas être taxé de conspi, tout ce qui se passe en Syrie, en lui disant, attendez, on a donné de la thune aux terroristes, on a donné des armes, on a machin... Et elle perd complètement ses moyens. Je vous regarde cette séquence, c'est assuré. Elle perd ses moyens. Elle s'en prend aux journalistes. Alors j'adore ça. Tu connais les grandes techniques. À la fin, c'est le pauvre journaliste. Vous me laissez pas parler. Le mec il dit non mais parlez Madame Guigou. Tu sais, il l'a jamais empêché de parler quoi. Alors en plus c'est genre, tu sais, elle dit un truc. Et tu sais qu'il va dire oui bon on a soutenu les terroristes et tout et puis t'as le mec qui va faire bah oui vous me laissez vous me couper vous me laissez c'est le mec qui vous me coupez monsieur vous me vraiment rien à dire. Elle est vraiment pas à l'aise quoi et on sent que tu vois finalement tu vois le même plafond de verre qui est en train de fissurer complètement tu sais ces sujets là donc ça a mis 4-5 ans à maturer mais c'est en train de fissurer complètement quoi la Syrie en tout cas le storytelling des gentils manifestants avec le méchant dictateur qu'enferme ils ont abandonné hein. Alors ils nous donnent maintenant alors il y a des djihadistes alors ça c'est admis mais ils les divisent en deux ils veulent pas encore admettre ils nous disent qu'il y a les gentils djihadistes et les méchants djihadistes alors les méchants c'est Daesh, l'État islamique machin et puis les gentils, c'est soi-disant, l'ASL, alors qui s'intéresse en plus à ça, on sait que l'ASL c'est l'armée de Syrienne libre, c'est une coquille vide, complètement vide. Ça nous a présenté comme oui, ce sont les opposants à Bachar el-Assad, etc. Ils leur ont proposé de l'argent, j'ai vu, à Bachar el-Assad pour... faire la partition de la Syrie. En gros, il accepte cette espèce de cessez-le-feu bidon. L'Union européenne lui propose carrément du fric pour acheter la Syrie, quoi. On en est là. Justement, et comme on disait plus tôt, mine de rien, on arrive à voir se dessiner une espèce de fin du jeu, là, tu vois. Oui. Avant l'arrivée de Trump, en plus, on peut remarquer que ça se joue là, ouais. C'est vrai que ça correspond bien à ça, mais ça fait un moment qu'on commence à voir le truc. Et il y a le fait que tu relates ici, c'est en fait, ils savent plus quoi faire maintenant. Ils sont débordés, là. Ils savent plus quoi faire pour continuer de nous faire penser que la bonne solution, c'est la sortie de Bachar el-Assad, etc. Et ce qu'on voit se dessiner, c'est donc la fin de ce conflit prochaine. Un des éléments forts, par exemple, c'est la reprise d'Alep. D'Alep, c'est clé, parce qu'en fait, quand on dit reprise d'Alep, c'est toute la région, c'est une énorme région. Une énorme région, même si, par ailleurs, évidemment, les terroristes maintenant vont être en fuite vers d'autres, plutôt vers le nord de la Syrie, etc., où là, il y a une partie à jouer pour les Turcs, etc., mais on en reparlera. Mais en tout cas, la présence des Russes et une nouvelle présence également des Chinois. Des Chinois et des Iraniens aussi. Des Iraniens, évidemment, en fait, viennent marquer quelque part la certitude, puisque sinon il ne se serait pas avancé autant, que Bachar el-Assad va rester au pouvoir, tu vois. Il y aura peut-être d'autres tentatives de s'en débarrasser, etc. Mais en attendant, qui sont même déjà en place, à mon avis. C'est-à-dire qu'il y a déjà, à mon avis, des cellules un peu placées discrètement selon, évidemment, les méthodes des services secrets. Tu vois, ça, c'est plus...
des cellules dormantes comme ça qui sont prêtes à tout moment à essayer de raviver une flamme de contestation ou quoi que ce soit contre Bachar Assad. Mais quoi qu'il en soit, le fait que par exemple les Chinois interviennent dans ce conflit en promettant de l'aide et de l'entraînement militaire, c'est au niveau militaire également qu'ils interviennent au régime syrien, c'est que derrière, ils vont, à mon avis, ils vont pas venir s'aventurer là par hasard. S'ils n'ont pas la certitude qu'ils savent que derrière, ce sera bon, quoi. On va conserver des relations nouvelles, mais en tout cas apaisées, quoi. Pas dans un cadre de conflit. Et donc les Américains et les Britanniques non plus savent plus quoi faire pour essayer d'entraîner tout le monde en encore plus d'interventions sur place. Il y a eu un truc intéressant, c'est entre Lavrov et Kerry, John Kerry. Ouais. Donc les deux respectifs ministres des Affaires étrangères américains russes. Ouais. Une conversation au téléphone où les uns et les autres, en tout cas, se promettaient une résolution pour un cessez-le-feu en Syrie. Oui. Je dirais encore une fois, parce que c'est le genre de conversation qu'ils ont visiblement assez fréquemment. Et là, Lavrov et Kerry, ou Kerry plutôt et Lavrov, sont mis d'accord pour signer quelque chose en commun qui visait un cessez-le-feu d'une semaine. Derrière, d'après Lavrov en tout cas, ils l'ont fait savoir que finalement non, ça ne tenait plus. On oubliait cet accord-là un peu informel qu'on vient de passer. Et il y a eu un vote à une résolution de l'ONU, là, il y a quelques jours, c'était avant-hier ou le jour d'avant, qui visait un cessez-le-feu de quelques jours à Alep, en Syrie. Et les Chinois et les Russes ont mis leur veto. Déjà parce qu'il y a des mauvaises expériences avec les promesses de cessez-le-feu, où derrière, il y a des bâtiments dont on sait qu'ils sont cruciaux pour le régime syrien et l'appui russe qui va avec, qui sont détruits par les forces alliées. Il y a ce genre de choses. On sait qu'en plus, à chaque fois qu'ils sont au cessez-le-feu, c'est que les autres, ils commencent à être mal. On a l'habitude. Oui, dès qu'ils commencent à perdre du terrain, machin, cessez-le-feu, les mecs, cessez-le-feu. À chaque fois qu'ils s'en réfèrent à l'ONU ou quelque chose comme ça, c'est qu'ils perdent pied, tu vois, et essaient de gagner du temps, en fait, tout simplement, tu vois. Donc, derrière, après le veto donc, russe et chinois, qui pour eux c'est clairement une histoire de confiance, c'est-à-dire on ne peut plus faire confiance de toute façon aux États-Unis. Il y a des insultes comme d'habitude. La dernière fois c'était, vous savez, crime de guerre, barbare, c'était ce genre de choses-là, de propos-là. Et là c'est la même chose, vous freinez le processus de paix, etc. Mais aujourd'hui ça les effleure et ça les touche même plus en fait, les Russes et les Chinois. C'est fou, si tu avais vu l'ambassadeur du Royaume-Uni par exemple qui s'adressait aux Chinois, c'était aussi dans des termes vraiment, pour moi, inédits, en tout cas, de violence vis-à-vis de la Chine. Et le Chinois, il l'a rattrapé tout de suite. C'est pas l'endroit ou le lieu pour tenir ce genre de propos. On est dans un cadre solennel, etc. Vous versez dans l'insulte et tout. Vous vous ridiculisez, enfin, tu vois. Ça ravive toutes les tensions mondiales, encore. Et donc, en fin de compte, je pense que ce que cherchent à faire les États-Unis, c'est à exfiltrer les forces qui se battent pour eux, en fait. Tu sais, ces crypto, djihado, mercenaires, rebelles, tout ce qu'on veut. Et donc, ils cherchent à gagner du temps pour eux parce qu'ils se font mettre à l'amende méchamment, en l'occurrence à Alep, où le régime syrien, visiblement, ça y est, repris quasiment la totalité de la ville. Je pense que les autres devraient se rendre. On parle d'une fin logique cette semaine, en théorie, à cette avancée-là. Il y a beaucoup, d'ailleurs, d'anciens de ces rebelles-là, ou de ces djihadistes-là, qui ont été capturés, mis en prison, en tout cas, et que Bachar al-Assad aurait gracié, en tout cas, beaucoup d'entre eux, en mai ou en juin dernier, qui aujourd'hui participent activement dans la reconquête du territoire mené par le régime, et qui sont des atouts, en tout cas pour tu vois, que ils arrivent maintenant même à se mettre de leur côté, ceux qui ont été un peu manipulés dans les camps djihadistes ou rebelles. Ouais, parce qu'on parle de tous ces rebelles qui vont revenir en France. On a compté, alors des Français, j'ai vu, qui avaient été bloqués à la frontière turque et que la France a autorisé à revenir en France. Bon, un peu surréaliste quand on dit les commentaires. En plus, il y a un article de Libération dessus. J'ai trouvé ça assez surréaliste parce qu'il parle de gens qui disent « Ah, on revient parce que Alep,
est tombé, que l'État islamique, visiblement, est vraiment en fin de course, que, voilà, de plus en plus. Mais ils te disent ça n'enlève rien à nos convictions, etc. Et là, je suis quand même assez étonné que ces gens-là, on les relâche dans la nature, quoi, je trouve. Enfin, je sais pas. Et c'est ça, et ça ressemble un peu à ce qu'ils font même là-bas sur le terrain, c'est-à-dire qu'ils jouent essentiellement sur l'émotionnel pour faire accepter tout, en fait, dans la façon, par exemple, dont ils accusent les Russes et les Chinois d'être des obstacles à la paix, etc. Ça se voit clairement, ils parlent de vous êtes responsable des milliers de civils qui sont dans des situations désastreuses, humanitaires, etc. Donc ils sont à fond dans l'émotionnel, même quand ils accusent la Russie et la Chine à la tribune, on va dire. Dernièrement, d'ailleurs, il y avait un hôpital de campagne russe qui a été bombardé par ces... à coups de mortier et tout, par ces rebelles-là, tu vois, ces djihadistes-là. Derrière, je vois pas comment tu peux répondre à ça et continuer de défendre finalement des forces. Tu vois, tu es censé quand même un minimum considérer la Russie comme un État à la hauteur et qui s'engage pas aux côtés de Bachar al-Assad pour rigoler. Et ils trouvent quand même le moyen d'accuser les Russes des criminels parce qu'ils s'attaquent à ces rebelles-là, à ces djihadistes-là. Ces djihadistes-là. Donc, avec les fameux casques blancs qui rentrent. Qui font des fausses vidéos. Alors, qui font des fausses vidéos, j'ai vu des vidéos avec des acteurs, etc. Et donc, c'est un espèce de faux nez encore de la stratégie de communication de propagande sur la Syrie. Des gens qui ont été quand même promus par les Américains, ils voulaient leur filer le prix Nobel de la paix à un moment. Ils en parlaient, en fait, surréaliste, quoi. Donc une bande de faussaires qui sert à la cause donc de la propagande humanitaire sur la Syrie, avec des faux attentats, puis direct, en fait. Paraît-il qu'ils ont des techniques bien rodées, puisque j'ai vu des Syriens qui expliquent sur les vidéos. Ils bombardent un quartier, donc les rebelles, voilà, ils bombardent le quartier, et eux savent qu'il y a le quartier bombardé, arrivent directement. Voilà, ils sont là, ils machin, etc. Et ils se font passer donc pour les sauveurs, les machins, etc. C'est surréaliste. Et ils viennent évidemment à chaque fois, caméra au point, tout est filmé. Ça, on devrait un peu se poser la question. Comment des gens en pleine guerre, ils pensent à faire des films façon hollywoodienne, alors qu'il y a des enfants censés tu vois, clairement, c'est des techniques enseignées, c'est des techniques étudiées, puis enseignées, tu vois. Pour moi, dans ces faits-là, je vois directement l'influence, parce que tu sais que les printemps arabes et tout ça, dès le départ, on avait des éléments, même pas, tu sais, secrets ou classifiés ou quoi que ce soit, qui indiquaient comment des services de renseignement, ici et là, en tout cas la CIA pour beaucoup, enseigner en fait aux jeunesses, tu sais, on s'appuie toujours sur les jeunesses universitaires un peu rebelles, etc. Mais on leur enseignait à faire de la mobilisation sur Facebook, à utiliser les réseaux sociaux, très certainement à faire du montage vidéo. Avec Haute-Port, le fameux Popovic là, qui organise ça en Serbie. Soros, ça doit être le spécialiste de ces choses-là. Il fait venir des opposants. Apparemment, avant les printemps arabes, ils avaient tous été là-bas faire des stages. Des Égyptiens, des Libyens, des Tunisiens, des Syriens. D'ailleurs, c'était... je crois que c'était le chef de la révolution égyptienne de l'époque qui avait été remercié par Obama, et c'était aussi le représentant de Google au Moyen-Orient. Accessoirement. Comme ça, c'est conspi de voir tout de suite des liens bizarres, mais bon. Surtout que c'est pas mal, parce que je voulais faire une transition, parce qu'avec Facebook, Google, en ce moment, ils sont dans le viseur, et ils sont arrangés tous là, parce que... Alors, ils veulent virer... Ils sont dans la traque, en fait. Parce qu'on les a accusés après l'élection de Trump et le Brexit. On a dit c'est de la faute à Google, à Facebook, même Zuckerberg. On a trop autorisé les discours extrêmes à se déployer sur Internet, etc. Voilà, on a vu ça aux États-Unis, mais en Europe aussi. On a vu des dirigeants français. J'ai vu même Taubira qui s'en est pris à Google, à Facebook, en disant que c'est leur faute, faut les censurer, machin. Voilà. Mais ça c'est quasi systématique. Dès qu'il y a une grosse fâcheuse polémique en ligne, les associations classiques, d'habitude, qui s'élèvent contre les Twitter et Facebook et les réseaux sociaux. Et en tout cas, là, c'est vrai peut-être qu'on s'apprête à passer dans une nouvelle étape où il va y avoir une vraie régulation, en tout cas, du net. Je dis ça parce qu'ils se sont dotés d'une loi en Allemagne aussi. Je ne sais pas si tu sais, pour faire virer les commentaires en moins de 24 heures sur Facebook, Twitter et sur Google et tout. Donc, cette disposition avance. En France, on a inventé le délit d'entrave aussi, qui est en train... Alors, ça a été refusé par le Sénat, mais ça va repasser. Donc, sur les IVG, sur les sites pro-IVG.
Anti-IVG, pardon. Anti-IVG. Et en fait, délit d'entrave, alors qui existait apparemment déjà dans la loi, mais qui comptait tendre au domaine numérique. Mais on la sent venir, parce qu'on se dit, mais attends, elle est énorme comme une maison. Vous allez faire le délit d'entrave au début, là, c'est anti-IVG. Et puis, le prochain gouvernement va apprendre qu'il y a des amendements dans cette loi. Ça va réunir l'information géopolitique, le machin truc. Et puis, tu pourras plus parler de rien, hein, sous prétexte d'être traîné devant un tribunal. C'est le nouveau monde, quoi. Ouais, bienvenue dans le nouveau monde. C'est fou, non, mais c'est trop ça. Et du coup, effectivement, tu as des gros groupes comme Google, et aujourd'hui, se laisse s'influencer, il y a des groupes de pression en tout cas qui demandent à ce qu'on fasse retirer tout ce qui est, par exemple, là dernièrement c'était les statistiques sur la criminalité aux États-Unis et donc les statistiques ethniques particulièrement sur la criminalité aux États-Unis. Et on sait qu'il y a des grosses pressions qui sont faites sur Google pour qu'ils altèrent leur algorithme de façon à ce que les recherches, en tout cas les premiers résultats recherchés, quoi, ne soient pas liés à la vérité. Parce que ça les dérange extrêmement, encore une fois. Ça va éclater toute l'idéologie antiraciste parce que les Noirs, censés représenter 13% de la population, sont impliqués dans plus de 50% des crimes. Et quand vous dites ça, raciste, mais j'ai ma statistique, c'est pas grave, t'es un raciste quand même, t'as voulu faire... Voilà, c'est ça le monde d'aujourd'hui, quoi. Même de toute façon, et c'est pour ça qu'ils cachent les statistiques, parce que les statistiques ne sont finalement que le prolongement scientifique et la preuve scientifique de ce que chacun peut observer par l'observation. Mais qu'on ne peut pas, évidemment, le dire sous prétexte... Et d'ailleurs, c'est ça l'hypocrisie en France, puisque sous prétexte, évidemment, qu'il n'y aurait pas cette preuve scientifique, on empêche de parler du sujet en disant « mais ça n'existe pas, vous n'avez pas la preuve ». Alors que chacun a son observation, mais évidemment, l'observation ne peut pas être prise comme preuve. Mais l'observation est le départ quand même d'un questionnement. Et ce questionnement-là, on nous l'empêche, parce qu'évidemment... racisme, antisémite, tout ce qu'on veut, bon, le questionnement est interdit, quoi. C'est vrai. Après, moi, ce que je déteste le plus, en fait, c'est que ça n'aide pas les minorités un peu visées par ce genre de statistiques, par exemple, je sais pas, à se rendre compte de quelque part des changements qu'il y a à faire ou des parce qu'en plus, on les absout, donc c'est un peu carrément les conforter, parce qu'on ça les infantilise déjà. Voilà, on veut pas les stigmatiser, on va pas dire combien ils sont un peu combien de fois. Ça les infantilise, ça les déresponsabilise, en fait. Et du coup, ils ont il leur faut plus de temps pour réaliser qu'il y a des comportements à corriger ou à changer. Et ben voilà, on se retrouve là-dedans. Et c'est ce que je déteste le plus, moi, en fait. C'est le fait qu'on les infantilise. Évidemment, ils vont se complaire dans cette position de victime éternelle, etc. Et là où l'État, encore une fois, est complice, mais disons d'un autre point de vue, c'est dans le fait qu'il ne laisse pas la possibilité, il enferme vraiment les communautés aussi, il participe de façon de la communautarisation, il enferme les communautés de sorte qu'ils ne puissent pas du tout se rendre compte des comportements, je dirais, déviants qui sont en train Pour moi, ils font ça au nom de la paix sociale. C'est-à-dire que pour éviter de remettre en cause cette paix sociale, on ne va pas pointer les réels problèmes parce qu'on a peur de, soi-disant, allumer des feux. En fait, d'aller quelque part dans un conflit, parce qu'en fait c'est ça, c'est d'aller au clash, quoi, et de pas avoir peur d'aller au clash. Mais là on sent bien que non, surtout pas, ne disez rien, oula, mon Dieu, si vous parlez, vous pourrez aller au clash. Hein, je vois comme ces professeurs qui sont insultés dans l'éducation nationale, et quand ils disent, ils vont aller porter plainte, on leur dit, attention monsieur, mais portez pas plainte, vous allez faire le jeu du Front National, mais mon Dieu, c'est horrible ce que vous faites, vous voulez vous plaindre. Et donc c'est une espèce de peur comme ça, systématique, où on se tait partout, et tout recule. Hein, on a vu on recule partout. Les lycéens qui font grève pour avoir de l'autorité, il fallait quand même y arriver en 2016 pour qu'on en soit là. Donc c'est les mecs on veut des vrais mecs, des profs qui prennent des comptes de l'autorité. C'est quand même extraordinaire. On était en 68 avec des gens qui nous disaient il faut interdire d'interdire. Et ben, résultat produit 2016, ce sont des lycéens qui demandent qu'il faut de l'interdiction pour pouvoir être en paix. Parce que on a tellement sapé l'autorité, et c'est cette mentalité-là, hein, toujours de l'égalitarisme. Non, l'autorité, c'est pas bien parce que ça soumet les gens. On a vu le prof devait être presque un copain. Il n'est plus, voilà, on a retiré l'autorité des profs. On a retiré l'autorité des keufs parce qu'on a dit attention, ils sont racistes, ils sont machins, ils agissent comme ça. Donc on retire les autorités à tout le monde pour arriver dans un monde où finalement, au nom de cet égalitarisme, eh ben voilà ce que ça produit. Plus d'autorité, c'est le bordel à l'école, c'est que de la violence. Plus d'autorité pour les keufs, ça donne ce bordel généralisé, chaos, qu'on ne maîtrise plus rien. Plus d'autorité de l'État,
qui ne se fait plus respecter sur rien, puisqu'il ne s'affirme plus lui-même son identité, il est dépassé, il est obligé de céder, en fait, c'est ça, il est carrément obligé de céder, en fait, aux gens. Et d'ailleurs, c'est ça, quand je vois Taubira, quelque part, qui propose sa loi, qui dit bah, les jeunes n'iront pas en prison, c'est elle qui a fait cette loi pénale qui fait que pour les délits de moins d'un certain temps, tu ne vas pas en prison. Ce qui fait que le nombre de délits a explosé, et ce sont des gens qui font des délits, les flics les arrêtent, on les relâche le lendemain. Alors, les flics, d'ailleurs, ils n'en peuvent plus. Vous avez vu, hein, les flics. J'espère bien recevoir d'ailleurs bientôt des flics, je vous en dirai plus, mais on en recevra, j'espère bien, pour parler de ça, parce que les flics n'en peuvent plus de cette politique. Tout le monde a averti, hein, les généraux, il y a eu Desportes, Soublé, ils ont tous dit c'est une politique pénale de folie, parce qu'on dit aux petits délinquants, allez-y, vous n'irez jamais en prison. Donc en gros, et en plus de ça, c'est une délinquance qui pourrit la vie du quotidien, évidemment, des Français, qui deviennent de plus en plus justement agressifs, et c'est normal. Moi, je comprends leur réaction face à cette délinquance quotidienne qui pourrit la vie, quoi, hein, qui est pas voilà. Et là, c'est pas les sionistes, c'est pas les machins, c'est le truc de la vie quotidienne. C'est ça qui est ça touche vraiment les gens. Et ça, c'est cette petite délinquance du quotidien qu'il y a partout. Ce qui me déplaît le plus, c'est encore une fois tous ces encouragements-là qui sont faits de la part des gouvernements successifs vis-à-vis de la déresponsabilisation des personnes. En fait, il y a tout un tas de personnes qui se sentent plus quelque part responsables en fait de ce qui arrive en France. Je veux dire, pas forcément que les délinquants, mais les personnes aujourd'hui encore, je dirais, qui font pas cet effort de cohérence vis-à-vis de la vision politique française qui devrait faire leur, en fait, qui devrait s'accaparer ou porter. Parce qu'ils sont déresponsabilisés. On leur dit, en gros, vous n'êtes pas responsable, vous avez toujours une excuse, il y a toujours la culture de l'excuse. Il y a une raison sociale, il y a une raison culturelle. Parce qu'en plus, c'est pour tout. C'est-à-dire que la personne en échec scolaire, c'est la culture de l'excuse. Elle est pas dans les bons quartiers. Machin, c'est toujours social. Il est discriminé. Ah, le pauvre, il ne peut pas trouver d'emploi. Ah, mais parce que tout le monde est raciste. Mais jamais personne n'a posé la question, est-ce qu'il a fait un CV propre? C'est dépassé, c'est un état d'esprit qui est vraiment insufflé, tu vois, particulièrement dans ces populations-là, qu'il a été très longtemps par le biais aussi de la culture, tu sais, hein, on va pas le rappeler 100 fois, mais évidemment, toutes ces cultures rap, gangsta rap, machin, etc. Ça joue un rôle. Ce pendant-là aussi de l'influence de cet état d'esprit, il y en a tellement, et au final, ils sont plus responsables pour eux. Voilà. On est victime d'un système qui nous aime pas, et... Voilà, mais non, c'est pas la réalité. Parce qu'on arrive au bout de cette logique-là, vraiment, ça c'est le truc. Et il y a un tournant, comme il y a un tournant, on peut le sentir, du point de vue global aussi. Oui, tout à fait, oui, c'est vrai. C'est pour ça que c'est vrai que le lien se fait au tournant absolument à tous les étages. On arrive dans cette conjecture-là. Et cette année, l'année qui arrive et tout, je pense qu'il y a des changements majeurs auxquels on va assister. Alors les mystiques me disent, l'année qui arrive, les mystiques, je dis bien, me disent c'est une année clé, l'année du changement. Alors moi j'y connais rien avec les chiffres, il paraît qu'il y a des numérologues, je suis sûr qu'il y en a peut-être pas vu. Alors il paraît que 2017 est une année du changement absolu. Si on a des prévisions sur ceux qui font des spéculations, le Kaliluga. Il faut voir, mais en attendant... ce qui se passe en Syrie, voilà, particulièrement, ça indique un mouvement un peu de balance comme ça. Tu as par exemple donc la Turquie, alors ça c'est assez compliqué et complexe. La Turquie, tu sais, Erdogan, en fait, on le connaît beaucoup pour finalement avoir du mal à le décrire, en fait, à le décrypter. Il est toujours sur plusieurs tableaux, tu vois. Et bien là, ça n'a pas changé depuis son coup d'État raté, depuis le coup d'État raté plutôt en Turquie contre lui. Ça n'a pas vraiment changé. La semaine dernière, alors qu'on pensait que finalement il s'était un peu rangé du côté de la Russie, en quelque sorte, il a déclaré que l'objectif, lui, de son intervention en Syrie, c'était de chasser Bachar al-Assad du pouvoir. Il a fait cette déclaration-là, tu vois, qui est assez forte et qui va totalement à l'encontre de ce que les Russes attendent de lui aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et c'est pourquoi, une semaine seulement après, ou d'ailleurs, je ne sais pas si c'est pas dès le lendemain,
il a complètement changé de phrasé, de discours, par la voix du ministère des Affaires étrangères, puisqu'il a rappelé, en insistant que leur objectif, c'était avant tout et avant toute chose, détruire Daesh, enfin se débarrasser des militants de Daesh et également des militants kurdes par la même occasion. Alors les Kurdes c'est encore autre chose, enfin, on sait de toute façon qu'on se sert d'eux énormément de tous les côtés pour avoir un poids sur Erdogan, qui lui refuse catégoriquement qu'il puisse se constituer en autonomie. On a vu en plus trouble, tu as vu donc en France, entre des Turcs et des Kurdes, en Allemagne, à Copenhague aussi, au Danemark, quand j'ai vu en Suède, il y a une tension en ce moment à l'intérieur de la Turquie qui est palpable, et communauté turque tellement nombreuses aussi en Europe qu'elles importent aussi leur clash au passage. C'est-à-dire, je trouve ça surréaliste quand même que voilà, les Européens, ils aient à gérer ce truc-là, où t'as les mecs qui se tapent dans la rue pour leur histoire. Non mais tu vois, qu'on se retrouve à mobiliser des forces de police, ils te foutent le feu dans la ville, mais tu dis, mais les mecs, mais c'est votre histoire, tu vois, ça ne nous regarde pas, quoi. Tu vois, on n'est pas mêlés à cette histoire. Ça fait combien de temps qu'ils se foutent sur la gueule, les Turcs et les Kurdes? Bon, j'ai envie de dire qu'ils s'arrangent entre eux, mais nous, on va pas rentrer en plus dans cette histoire de Turcs et de Kurdes. Il n'y a aucune légitimité. Bien qu'on rentre dedans, je dis ça, mais en plus, avec, on l'a vu, Bernard-Henri Lévy, qui soutient les Peshmerga, le YPG, justement, il y a une chose, Barzani, etc. Je pense qu'il y a une chose importante à évoquer, c'est que, étant donné que, effectivement, on peut poser ça comme postulat, c'est qu'on assiste là à la fin du conflit en Syrie, tu vois, a priori, tu vois. Maintenant, derrière, quelle stratégie pour les États-Unis, mais aussi pour Israël, dans la région? Est-ce que c'est pas la stratégie, justement, qui est en train de se profiler, qu'expliquait Thierry Meyssan depuis longtemps, qui disait que cette guerre-là avait connu des phases, donc les premières phases qu'on a vues avec les manifestations, puis après, les phases des groupes djihadistes, et puis etc., Daesh, qui est une plan d'après, c'est-à-dire carrément créer un État islamique à l'intérieur de la Syrie. Bon, tout ça, on voit, est en train de s'effriter. Et lui avait dit que si, justement, les Américains n'arrivaient pas à imposer cet État islamique et que ce projet allait échouer, et qu'on a compris qu'il allait échouer quand les Russes sont rentrés en lice, qu'on a dit, bah là, les Russes, clairement, ils sont à côté des Syriens pour en finir, parce qu'ils comprennent que c'est très sérieux. Et qu'est-ce qu'il avait dit, Thierry Meyssan, il avait dit, bah justement, vous allez voir, ils vont créer un problème kurde. Et il avait dit, ce qui est visiblement, là on sent les prémices qui sont en train de se passer. Meyssan l'avait dit, ils avaient dit, oui, ils vont créer un problème kurde dans le nord-est de la Syrie, en créant un État kurde qui sera de toute façon une épine encore dans le pied à la fois de la Syrie et à la fois de la Turquie. Comme ça, on perpétue cette espèce de pression sur la Turquie, pression sur la Syrie, et on garde une déstabilisation de toute façon toute la région, parce que il y aura toujours cet État kurde qui sera dans le pied, le caillou de l'un et de l'autre, puisque on sait très bien que les Turcs ne veulent pas entendre parler d'un État kurde, on va être clair, c'est ça, ils ne veulent pas d'un État kurde à leur porte, il en est hors de question, puisque eux, vous verrez ça comme le début de la partition de leur propre territoire, j'imagine. Parce qu'ils vont se dire, in fine, cet État kurde, il va finir par tisser des liens avec les Kurdes de Turquie pour se rapprocher, et puis il va se retrouver avec une partition sur le dos dans 10 ans, s'il y a un État kurde qui se crée. Et donc les Turcs ne veulent pas entendre parler d'un État kurde. Et j'ai l'impression même que quand ils sont partis dans cette espèce d'invasion là qu'ils ont fait, c'est pour empêcher finalement peut-être les Occidentaux de soutenir les forces du YPG qui, elles, avance, soutenu par l'aviation américaine, et en plus de ça, on sait très bien que ces forces kurdes, poussées par Bernard-Henri Lévy, alors dès qu'on le voit, lui, dans un truc, on sait que ça sent mauvais, direct. Attends, justement, mais c'est ce que, tu sais, disait à plusieurs reprises le chef du renseignement israélien, j'ai plus son nom, Herzl... quelque chose, enfin, il disait que la disparition de Daesh, ce serait quelque chose de compliqué pour Israël, tu vois. Il le disait pas dans des termes hyper clairs, mais en gros, qu'il disait que, en fait, ça profiterait tellement à la Russie et à l'Iran que ce serait un problème pour Israël. C'est qu'en fait, si aujourd'hui, c'est grâce aux Russes et aux Iraniens qu'on se débarrasse de Daesh, c'est un problème pour Israël. Donc,
c'est une façon de dire également que... Ça remettra un peu les projecteurs sur Israël, parce que c'est vrai qu'ils se font beaucoup oublier, Israël, dans cette guerre. Imagine leur position si, effectivement, il y a une fin de conflit qui rétablit Bachar el-Assad proprement, et derrière, avec l'appui russe, il iranien... se retrouve avec un ennemi puissant, en fait, un pays qui redevient souverain et puissant à ses portes. Et derrière, l'Iran et la Russie pour le soutenir, le faire remonter, redévelopper, parce que ça va demander beaucoup, tu sais, de réparation, de travaux, en fait, de reconstruire la Syrie. À partir de, disons que demain la guerre prend fin, ça va demander au moins 10 à 20 ans, quoi, pour reconstruire la Syrie, tu vois, largement, quoi. Une génération peut-être entière. Certainement. Ouais. Donc, il va falloir du soutien, l'Iran, la Russie, la Chine, en tout cas un nouvel axe, on va dire, du monde. Et dans ce jeu-là, Israël, où va-t-elle se positionner, et surtout, après, en plus, on va voir évidemment les États-Unis. Alors, évidemment, Trump, on sait qu'il a des appointants sionistes, mais bon, comme tous les hommes dirigeants américains. Mais il y a une tendance des États-Unis, et ça, c'est aussi quelque chose qu'avait soulevé Thierry Messant, des États-Unis de être moins solidaire qu'Israël, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette alliance, donc pas mal, mais ils ne les suivent plus dans toute leur guerre, ils ne les suivent plus. Netanyahou, à l'époque d'Obama, on sait qu'ils ne s'entendaient pas du tout, Obama et Netanyahou ne s'entendent pas du tout, et Netanyahou a voulu entraîner Obama dans des guerres supplémentaires, et les États-Unis n'ont pas cédé. Donc on voit bien que les États-Unis, comme avait dit Messant, je pense qu'ils peuvent s'éloigner, c'est-à-dire plus être si solidaires de toutes les actions israéliennes. C'est vrai que derrière, il reste également je dirais les créations, un peu les Frankenstein américains, c'est les pays du Golfe et l'Arabie Saoudite, et les Qataris, les Émirats, etc., qui eux, bizarrement, ces derniers temps, se rapprochent énormément d'Israël. Oui. Et il y a une guerre qui est menée par l'Arabie Saoudite au Yémen. On n'en parle jamais, tu vois. Depuis 2 ans, quasiment. C'est encore plus désastreux. Enfin, je pourrais pas dire que c'est plus désastreux que la Syrie. Il n'y a pas de comparaison à faire de toute façon, mais c'est tellement désastreux que c'est le pays le plus pauvre de la région, tu vois, qui est attaqué par le pays le plus riche de la région. Et si tu veux, c'est aussi une autre facette de cette stratégie américaine pour contrer l'Iran, parce que supposément les soi-disant rebelles, en tout cas les rebelles Houthis, fameux Houthis, qui en réalité en fait eux veulent changer de régime, quoi, tout simplement, qui ont vu l'opportunité de faire basculer le régime, qui ont sauté dessus, et là, ils se font exploser par les Saoudiens. Et on les accuse d'être soutenus par l'Iran, et c'est en ce nom-là qu'on leur fait la guerre. Parce que ce sont des chiites, il faut bien le dire. Et bon, il y a cette histoire de chiites. Parce qu'il y a clairement le réveil d'une... on sait très bien qu'il y a toujours eu cette dissension, ce schisme dans l'islam, mais là il est très exacerbé avec les deux puissances phares, on va dire, du monde sunnite et du monde chiite, l'Iran et l'Arabie Saoudite, avec l'affaire aussi du chiite qui avait été exécuté par les Saoudiens, qui avait fait grand bruit plusieurs affaires en Iran, que ça a fait vraiment une tension exacerbée entre les deux pays. Là, on est, effectivement, après... c'est des tensions exacerbées, mais sur lesquelles, évidemment, on joue beaucoup aussi, tu vois. De la même façon que, par ailleurs, les Kurdes sont utilisés, cette division, je dirais, sunnite-chiite, on appuie dessus bien comme il faut et quand il faut. Elle est très présente aussi, quand même, non ? Dans la réalité, à la base, franchement... moi, je dis ça pour anecdote, par exemple. J'avais reçu ici Bassam Tam, qui est chiite. Alors moi, pour tout dire, je te dis franchement, je ne le savais pas. Et j'ai découvert, parce qu'après l'émission, beaucoup de gens m'ont dit, oui, mais lui, tu ne peux pas le croire parce que c'est un chiite. Alors, j'ai découvert qu'il était chiite déjà, parce qu'il n'en avait pas parlé lui-même. Et j'ai découvert qu'à quel point, en fait, c'est encore présent ces tensions dans la communauté musulmane. Mais il y a aussi des contre-exemples. Chiites et sunnites. Et ce que je dis, c'est qu'il y a des contre-exemples, mais regarde, de la même façon que tu sais que les Qataris, les Saoudiens, leur façon de venir investir dans l'économie, je veux dire en Occident, etc., machin, on sait très bien, et tout le monde sait, comme eux, comme pour les frères musulmans, que c'est dans une visée, je dirais, politique, tu vois, c'est dans une visée politique qui viennent essayer d'influencer, même dans la construction
tu sais, dans leur financement, en tout cas des organismes un petit peu qui poussent à l'islamisation, en tout cas, machin, eux, ils sont dans une visée politique qu'ils essaient d'appliquer le plus possible partout. Et c'est dans cette influence-là, dans cette propagande-là, en fait, qui font de leur vision rétrograde, la politique, machin, que ils font glisser en même temps, ils insufflent en même temps le rejet de leurs ennemis politiques, qui sont les Perses, les chiites, les Iraniens, en fait. Donc s'il y a cette tendance, je dirais, parmi une majorité sunnite à avoir ces réflexes un petit peu tendus, tu vois, contre les chiites, alors qu'ils n'en connaissent aucun pour beaucoup, tu vois, c'est également du fait de cette propagande véritablement qui vient des pays du Golfe, qui ont pour ennemi politique les Iraniens, et donc qui en profitent pour déverser une espèce de rancœur, de rage, de haine. Mais il y a un axe chiite maintenant qu'on peut punir avec l'Iran. Oui, mais la cohabitation entre sunnites et chiites sur le terrain, à certains endroits, particulièrement au Yémen d'ailleurs, ça se fait très bien. Ça se fait paisiblement. En Syrie, jusque-là, ça se faisait très bien. Au Bahreïn, ça pose problème. Au Bahreïn, mais justement, parce que le Bahreïn, c'est directement c'est une monarchie sunnite qui dirige une majorité chiite en plus au Bahreïn. La population est majoritairement chiite et la monarchie bahreïnie est sunnite. En plus, D'ailleurs, l'Arabie Saoudite était venue au secours du Bahreïn. Hein. Ils avaient envoyé des troupes pour soutenir contre exactement. Là, pour le coup, leur révolution, elle n'était pas assez colorée pour eux, tu vois. Ah là, oui, non, ça avait l'air... Elle n'avait pas la bonne couleur. Elle n'avait pas la bonne couleur. Donc, effectivement, mais après, c'est des histoires politiques plus qu'autre chose, tu vois. C'est pas de l'ordre du ressentiment purement religieux, ou alors ça le devient, mais avec l'aide de cette propagande, je dirais, politique, en fait. Parce que, concrètement, les sunnites et les chiites, ils sont pas à se foutre sur la gueule, de base, en fait, tu vois. Il n'y a pas vraiment une mais il y a un équilibre fragile parce que dans les pays là-dessus oui parce que par exemple même la Syrie c'est plutôt un pays laïque, ils n'ont pas c'est un pays qui a institué les parties basses, etc. Elle était sur quand même une version laïque des choses, alors que les pays stricto sensus, on sait que par exemple les chiites sont persécutés en Arabie Saoudite et dans les pays du Golfe. Ils sont des sous-hommes, sous-citoyens, etc. Parce qu'ils ont une culture, je dirais, religieuse qui est vraiment propre à eux et qui est particulière, tu vois, vraiment, vraiment, tu vois. C'est pas une culture ou une pratique, je dirais, religieuse que tu retrouves en fait, nulle part, en fait, tu retrouves ça. Il y a peut-être de cette tendance-là, je dirais, vers le Pakistan, un petit peu comme ça. Tu pourrais les mettre un peu sur le même plan, mais en dehors de ça, c'est très propre à leur, finalement, parce que c'est nouveau aussi pour eux, tu vois. L'Arabie Saoudite sont constitués en tant que nation, il y a quoi? Il y a rien, quoi. Il y a pas si longtemps, tu vois. C'est une nation artificielle en réalité. Hein. Oui. Même les autres, les Émirats et les mais Qataris. Comme beaucoup de nations, de toute façon, ce sont issus on va dire des grands plans coloniaux, toutes les nations émergées dans des endroits. Effectivement, beaucoup de nations ont effectivement des constructions artificielles, mais il y a quand même une unité de la péninsule arabique, plus ou moins. Ils ont une espèce d'unité quand même culturelle. Ils parlent tous l'arabe, tous sur le même logiciel. C'est clair. Mais ce que je trouve juste vraiment déplorable, c'est ça, c'est le fait qu'ils déversent comme ça leur idéologie, comme je t'ai dit, qui est vraiment particulière et singulière, et qui ne correspond pas du tout, je dirais, à une grande partie des musulmans dans le monde entier. Mais ils arrivent quand même à avoir cette force de manipulation, tu sais, qui sont très présents, par exemple, dans les investissements dans les réseaux sociaux et tout. Ça, on ne le voit pas, mais dans les médias, dans les informations. Sur les médias, Lagardère, machin, ils investissent dans tout un tas de choses. Bien sûr, ils sont propriétaires énormément. Mais justement, ils investissent tellement dans les médias, c'est pour ça qu'il y a cette fameuse omerta médiatique pour les dénoncer. On a beaucoup de mal, effectivement, à faire passer ce discours-là dans les médias. C'est quand, en fait, on parlait de ça, mais en fin de compte, c'est vraiment une espèce de réunion des élites, un peu de toutes origines, un peu de partout, quoi. Ils se réunissent sur un storytelling, tu vois, duquel il ne faut pas déborder, il ne faut pas s'écarter. Donc t'as ça, bon, en tout cas pour revenir sur la Syrie, la Turquie, donc là en Turquie, des signes quand même plutôt positifs, en tout cas de la part d'Erdogan, mine de rien. C'est par exemple, notamment, il est à l'origine d'une initiative qui vise à ce que les Russes, les Chinois, les Iraniens, plusieurs pays cessent toute transaction, je dirais, commerciale en dollars.
Oui. Ouais. Oui. Et ça, on se rappelle que ceux des derniers qui ont essayé de parler de ça, c'était très mal fini, ouais, ça s'est mal fini. Mais quoi qu'il en soit, il en est là, même bien. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ça devient une réalité. De plus en plus de pays échangent dans leur monnaie, en fait, et plus avec le dollar. Avec le dollar, oui, ils refusent de le plus dollar en plus. au fur et à mesure. Et donc voilà, cette mesure-là proposée par la Turquie à la Russie et la Chine, c'est intéressant. Il y avait une demande aussi qui a été faite d'extradition de soldats supposés donc putschistes, en tout cas accusés des putschistes qui sont réfugiés en Grèce. Parce qu'il faut savoir qu'il y a plein de soldats de l'armée turque qui sont partis se réfugier un peu partout dans le monde. Ça, c'est le directeur de l'OTAN qui en parle pour essayer de mettre la pression sur Erdogan. Mais en tout cas, en Grèce, il y a 8 prisonniers. Et donc il y en a 3 donc, sur lesquels la justice grecque en tout cas s'est prononcée pour un refus de l'extradition. Et puis le lendemain, 3 autres pour lesquels elles ont accepté l'extradition. Et un truc à savoir, on en parlait tout à l'heure, c'est que la Turquie, elle est dans des accords, elle attend en tout cas des accords avec l'Union européenne concernant les visas par exemple. Oui, tout à fait. Pour ses ressortissants. Donc la disparition du visa. Disparition du visa pour les passeports turcs, les porteurs de passeports turcs. En échange de retour de migrants sur son territoire. Oui, tout à fait. Sauf que l'Union européenne, pour le moment, n'est pas hyper chaude pour respecter cette partie du deal. Ce qui fait que Erdogan commence à stresser, à s'énerver et fait des menaces aussi. Ouais. Il a exigé d'ailleurs qu'on reprenne le processus de négociation de l'entrée de la Turquie, qui était au point mort depuis plusieurs années, et il a exigé qu'on reprenne le processus. Du coup, effectivement, il s'arrange. Il est dans une place où il se donne vraiment les moyens de peser un petit peu sur les décisions politiques sérieuses européennes. Donc complètement cohérent en fait avec à la fois lui qui pèse dans les négociations, à la fois il met la pression sur le nord de la Syrie parce que il a peur que les Américains essaient de créer un État kurde un peu dans ce bordel ambiant, si j'ose dire, puisqu'on voit bien ambiance de fin de crise, voilà. Et là, on a l'impression qu'ils placent leurs pions puisqu'ils sont rentrés dans le territoire syrien, les Turcs. Clairement, oui, tout à fait. Justement, ils entendent y déloger tout ce qui ne leur convient pas. Mais en priorité, je pense sur leur liste, c'est les Kurdes. Les Kurdes, ils ne veulent pas laisser les Kurdes faire un État. Et j'ai l'impression que justement, ce serait très cohérent d'un côté, ils mettent la pression aux États-Unis avec justement cette espèce de front d'anti-dollar. Ils savent que c'est tout président doit savoir que c'est le point faible et en même temps là où il ne faut pas aller. Mais bon, c'est un grand moyen de pression. Et l'autre côté, en mettant cette pression sur les Américains, justement, ils balancent des troupes pour leur dire « Attention, vous n'allez pas me la faire à l'envers en créant un État kurde à mes portes, quoi, parce qu'ils n'en veulent pas de cet État kurde, voilà, quel qu'il soit, d'ailleurs, dans le nord-est de la Syrie ou sur l'Irak. Les troupes avaient été jusqu'à Mossoul, d'ailleurs, les troupes turques. Donc, moi, j'ai l'impression qu'ils étaient allés chasser le JPG, quoi, le YPG, pour éviter que ces Kurdes-là... mais il l'affiche très clairement. Ils ne veulent pas que les Kurdes s'unissent. Du côté des Russes, par contre, on se prononce pas trop. On se prononce pas trop, parce que j'ai l'impression que... les Russes n'ont pas intérêt, évidemment, ils veulent conserver l'intégrité de la Syrie, j'imagine, c'est plus leur intérêt. Mais en fait, c'est un jeu très compliqué parce que à la fois, c'est plus l'intérêt de ça mettra un caillou dans le pied de la Turquie, qui, on le sait, la Turquie, bon, avec les Russes, ça s'est un petit peu rabiboché, mais il faut pas s'oublier qu'il y a pas longtemps, on était à 2 doigts du conflit entre les Russes et les Turcs. Je pense pas qu'ils m'ont parlé que la Turquie, c'est un vrai pivot à cet endroit-là, géographiquement. Honnêtement, il est dans la situation la plus délicate, Erdogan, tu vois. C'est vraiment, tu vois, la passerelle entre l'Europe et le Moyen-Orient et tout. Entre le monde russe, etc. C'est-à-dire que c'est vraiment, d'ailleurs, ce qu'expliquaient tous les généraux de l'OTAN, que la Turquie était le pays l'un des plus importants du dispositif de l'OTAN. Ah oui. Et on comprend pourquoi. Quand on regarde la géographie, évidemment, la place de la singulière de la Turquie, à la fois entre l'Europe et le Moyen-Orient, à la fois avec le monde russe et comment dire... Et en plus avec des liens, même avec des liens culturels, etc. Et des liens culturels très forts. Le sud du Caucase et tout, je veux dire, c'est
après, je sais pas, tu vois, des tribus, les peuples et tout qui sont dans cette région-là, ils se rattachent. Enfin, en tout cas, il y a une vraie cohérence, je dirais, dans cette région. Et c'est une région un peu pivot comme ça, qui peut changer d'un coup. Complètement, puisque c'est vers le sud pour les Russes, c'est très important. C'est vers le basculement. Du nord au sud, de l'est en ouest. En ouest, c'est une espèce de verrou un peu clé qui est indispensable pour les uns, pour les autres, et qui est le passage obligé un peu de ces trois mondes, quoi, des Européens, voire des Africains et de l'Asie, quoi. C'est vraiment le point de contact. Et la Turquie symbolise bien cette rencontre des trois peuples, des trois continents. Tu vois, les points chauds, finalement, si on peut finir là-dessus, je pense que c'est les points chauds là, de la géopolitique actuellement. Ça va être celui-là, je pense, en particulier. On a dit, c'était un pivot, un lieu essentiel des relations entre les différents mondes, les différents grands acteurs du jeu. Il y a évidemment le Yémen. En fait, le port, le détroit entre Djibouti et le Yémen, c'est également un lieu de passage stratégique. Ultra stratégique, voilà, c'est le canal Suez-Bis, exactement. De l'autre côté. Tu vois, par exemple, on parlait du déploiement un peu des Chinois. Je ne sais pas si on l'a évoqué, mais récemment, les Chinois, ils ont ouvert leur première base militaire à l'étranger, à Djibouti. La première de leur histoire à l'étranger, elle est à Djibouti, parce qu'ils entendent défendre aussi les accès à leurs intérêts stratégiques en Afrique. Par cette voie-là, qui est la voie pour eux la plus courte, et voilà. Et derrière, encore où les Chinois sont impliqués dans un des plus gros points chauds également, c'est la mer de Chine du Sud. Où voilà, c'est en quantité, je crois, sans me tromper, plus de la moitié du trafic maritime, en tout cas commercial. Au monde, qui transite par là. Que la Chine déclare zone maritime exclusive, quoi. Exactement, et que c'est voué à augmenter également, parce que voilà, les pays là-bas sont encore en croissance, en développement. Donc voilà, pour moi, là où se situe, tu vois, le gros de la bagarre entre, en définitive, c'est les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Iran. Et puis peut-être à l'avenir des nations européennes retrouvées, libérées, quoi, parce que pour le moment elles sont très endormies, les nations européennes. Elles font tout le jeu, vraiment tout le jeu de l'OTAN, des intérêts stratégiques étrangers et pas nationaux, je dirais, ou européens, tu vois. On me dit, François Fillon ne choisit-il pas de se rapprocher de la Russie juste par opportunisme, sachant que les USA sont en déclin? C'est un peu ce qu'on vient de dire, c'est vrai que les USA sont en déclin, clairement. En même temps, quelle alternative en même temps... Alors il y en a qui m'ont dit, vaut mieux les États-Unis que demain se taper la dictature chinoise ou russe. Déjà, je sais pas si par dictature russe on entend l'époque soviétique, tu vois, dictature communiste, je crois pas. C'est un peu révolu. Voilà, là, je veux dire, c'est des monstres capitalistes aussi, hein, les Russes, les Chinois. Mais les Chinois, on a l'impression qu'ils ont inventé le capitalisme sans liberté. Ils ont une version du capitalisme très particulière. T'as eu le truc des points de civisme ou quelque chose comme ça en Chine, là. Ah oui, j'ai vu ça dans une maison, oui. C'est issu du système Mao où les citoyens notaient, et puis si tu as moins de points, tu as moins accès à certains droits sociaux, effectivement. Le bon citoyen, selon Mao. Le communisme, il a ça de totalitaire et de fascinant, c'est que les Chinois ont réussi à imposer, donc conserver tout le côté totalitaire de l'idéologie, mais d'y ajouter le côté du libre-échange du capitalisme. Quoi. Ils ont fait une espèce de... Et j'ai l'impression que ce modèle chinois, il convient bien au nouvel ordre mondial. Il est pas mal. Écoute, je sais pas, c'est peut-être que ce modèle-là aussi, il transcende un peu, parce que quand on parlait des pays du Golfe, c'est un peu la même chose aussi. Hein. Ils ont gardé leur espèce d'idéologie complètement arriérée, etc. Mais ils ont totalement accepté, intégré, je veux dire, le libre-échange, le libéralisme, l'économie. De toute façon, c'est une des raisons qu'on sait que les Américains sont complètement en accord avec les frères musulmans, parce qu'ils ne remettent pas le libre-échange, le libéralisme. Après tout, que les mecs, vous le savez, c'est un truc qui transcende un peu tout, ce truc-là. Bon, voilà, du moment que vous voulez acheter du Coca-Cola et qu'on fait du business ensemble...
vous vous habillez comme l'argent n'a vous pas voulez. d'odeur. Voilà. Ça se vérifie. Donc, ça, c'est clair. Alors, on me dit, ne pensez-vous pas que Trump est une façade pour d'autres intérêts? Jared Kushner, un de ses chefs de campagne, accessoirement mari de sa fille Ivanka, qui suit Trump dans ses voyages, semble bien suspect. En 2007, son entreprise a effectué le plus gros achat d'immobilier de l'histoire US à l'époque, le 666 Fifth Avenue, juste en face du Rockefeller Center. C'est marrant, le 666. C'est le truc le plus cher de l'histoire immobilière. Mais non, je suis pas au courant, t'as dit quelque chose? Non, j'ai pas d'infos là-dessus. Non, je connais pas Jared Kushner. En même temps, Trump, je sais pas, c'est un mania, tu vois, de l'immobilier, de la finance, enfin de... Ouais. Tu vois, après, c'est vrai qu'on peut y voir une espèce de... J'allais pas dire hypocrisie, mais c'est autre chose, mais c'est-à-dire dans le fait qu'il soit un peu en décalage avec la personne qu'il est, entre la personne qu'il est et les intérêts du peuple qu'il prétend défendre. Moi, le truc que je trouve le plus suspect pour l'instant, c'est la nomination d'un type qui s'appelle Steve Mnuchin. Mnuchin, oui, on nous en parle. Steven Mnuchin, c'est très dur à prononcer. Voilà, Mnuchin, machin. Qui est lui pour le coup vraiment un ancien des anciens de Goldman Sachs et machin, ouais, un requin, qui a fait son et puis que derrière avant lui Bill Clinton avait également nommé un mec de Goldman Sachs. Oui, puis c'est tous des anciens, Bernanke et compagnie. Bush également. Paulson et tout, oui, c'était tous des anciens secrétaires. À ces postes clés là. Donc faut voir, il faut lui donner du temps quand même, il faut voir ce que ça va donner. D'ici janvier, il peut se passer plein de choses. Et puis on verra à partir de janvier si réellement il est dans cet esprit ou non, mais c'est vrai que pour l'instant, t'as du mal à y croire, quoi, c'est normal. Puis le bipartisme américain, et ça peut être la même chose en Europe, en France, tu vois. Peut-être que même des élections de partis supposés patriotes, nationalistes et tout, au final, soient également les pieds et les mains liés face à des directives contre lesquelles elles peuvent pas... tu vois. On me dit, la culture wesh-wesh n'est-elle pas en train de s'imposer dans nos écoles, à contrario de la culture, maths, physique, etc. Ça fait longtemps, ça. CF, rapport récent sur le niveau scolaire des jeunes en France, qui s'est effondré. Ah ouais, t'as vu ça? Et qui nous met vraiment devant les réalités de la France. Donc on est devenu nul dans tout, quoi. Ce qui est pas faux, et ça c'est les statistiques de l'INSEE, tu vois, c'est que les descendants de l'immigration réussissent beaucoup moins à l'école en proportion que le reste. C'est une réalité. Voilà. Tu prends en particulier les descendants d'Afrique et de Turquie comparés au reste des immigrés, typiquement les Asiatiques et les Européens, Italiens, Espagnols, Portugais, Polonais, etc. Il y a une énorme différence. C'est l'INSEE, tu vois, c'est dans les chiffres de l'INSEE. Bon, voilà, ça me désole, hein, je te dis, franchement, je te cache pas, ça me désole, mais c'est un fait. Maintenant, est-ce que c'est lié au... Alors, c'est lié à quoi? Et c'est ça qu'on veut pas... quand on va dans les causes, on nous sort, oui, mais c'est social et tout. Mais les Chinois qui arrivent ici, ils n'ont pas plus de meilleures conditions sociales. Ils sont pas plus connectés à la France. Je veux dire, voilà, ils arrivent ici, au contraire, peut-être... Ils vivent pas dans des conditions bien plus extrêmes et difficiles. Mais voilà, faut remettre les choses. Donc, il y a en fait, cette problématique, on ne veut pas vraiment analyser les causes, j'ai l'impression. C'est très tabou. Parce qu'on va dans le sujet qui dérange. C'est ça, déjà, on met tout l'équipement nécessaire, les gants... voilà, c'est ça. C'est pire que l'Everest en mode roue libre. Là, vous avez intérêt d'avoir les airbags, hein, parce que je vous le dis, mais il faut se poser la question, et moi, j'ai de cesse de rappeler à la responsabilisation de chacun, tu vois. C'est tout. Il faut se regarder en face, il faut faire son autocritique, il faut passer par là, tu vois, si on veut réellement trouver des causes et machin. Sinon, on va rester derrière des murs d'excuses, on va se cacher derrière son petit doigt encore pendant 30 ans. Mais c'est vrai que le niveau scolaire, ça fait un peu peur en France. Hein. On me dit, je suis né en 1981 et je n'ai connu que la France au sein de l'Europe. Je n'ai pas connu la Seconde Guerre. Ma question est la suivante. La France avant l'Union Européenne, c'était comment ? On va te rassurer, nous aussi, on est nés après l'Union Européenne. Je ne sais pas à quel âge tu crois qu'on a, mais c'est 57, hein, l'Union Européenne. Bon, le traité de Rome. Alors, peut-on s'inspirer du passé pour imaginer le futur d'un monde qui a trop changé? Alors ça, par contre, oui. Parce que
autant, effectivement, nous aussi, même si on est né, moi j'ai connu l'Union Européenne d'avant, et qui s'appelait pas d'ailleurs l'Union Européenne, s'appelait la CE, le marché commun, mais la communauté européenne. On parlait pas, d'ailleurs, c'est marrant, comment le langage, tu vois, ils sont forts. Parce que tu vois, en 30 ans, on a quand même basculé dans le langage. Moi, quand j'apprenais, c'était la communauté européenne, le CE, le marché commun, voilà, c'était les deux noms qu'on utilisait, marché commun et CE. Et à partir de Maastricht, c'est Union européenne. Et ce mot-là, c'est complètement imposé. Et dans la sémantique, c'est différent. Parce qu'un marché commun, c'est juste un marché commun. C'est qu'on fait du bise. Ok, bon, on fait du bise. Là, il y a un marché commun. Tout le monde vient vendre ses produits, on est, tu vois, sur un marché. Mais une Union européenne, c'est tout. On s'unit, on fusionne. C'est pas du tout pareil. C'est pas un marché commun. Tu vois, ou même la CE, Communauté économique européenne, c'était au sens de règles économiques communes. Bon, d'accord, on choisit des règles communes, des règles de commerce, des règles machin, on harmonise nos règles. Mais c'est pas du tout, on fusionne, tu vas m'imposer de savoir combien je reçois de gens chez moi, et la taille des machins, etc. C'était pas ça du tout. Et ça a complètement dérivé, évidemment. Mais ce que tu comprends quand tu écoutes la Céline et tout, c'est que tu vois que le vice était là de départ, en fait. Le produit était vicié de départ, qu'en fait, cette dérive, c'est un aboutissement et pas une dérive, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, quand ils nous posent la question, c'est vrai, qu'est-ce que c'était avant l'Union européenne? Ce qu'on peut dire, c'est que, je ne sais pas si on peut parler de... Moi, je ne suis pas assez connu avant l'Union européenne, mais en tout cas, on a connu le passage du franc à l'euro. Je peux dire une chose, c'est que du côté, quand on avait les francs, on avait beaucoup plus de pouvoir d'achat. Tous ceux qui me disent... Parce que des fois, on me rapporte des chiffres, on me dit « Mais non, c'est faux ». Attendez, c'est pareil, c'est faux, non. Puisque les prix ont explosé exponentiellement. Ceux qui sont intéressés, ils ont vu le prix du pain, du lait, du beurre, des pommes de terre. Tous ces produits de base-là ont explosé avec l'euro, des fois de 1000%. Donc, c'est ça qu'on a vu, quoi. Donc, le changement, il a été visible. Au niveau économique, je pense que c'est ce truc qui s'est ressenti. Ça a été très visible. D'ailleurs, je pense que la grande raison pour laquelle les gens ont voté en 2005 contre la Constitution européenne, c'est bien parce qu'ils avaient senti les conséquences déjà de l'euro. Et qu'on leur avait donc menti sur la décade précédente, parce que pendant quand même 10 ans, de 92 à 2002, on n'aura pas arrêté de leur expliquer l'euro. On promettait... Il y avait des clips à la télé, il faut se rappeler, qui nous vendaient l'euro. Il y avait tous les hommes politiques, on nous promettait monts et merveilles. C'était la révolution dans nos porte-monnaies et la richesse qu'elle avait. Dans toute l'Europe. Dans toute l'Europe, pour tout le monde. Alors au début... on n'a pas vu, mais très vite, on a vu, très très vite. Et c'est ça, je pense, 2005, c'est une réaction de ça. Il y avait déjà le basculement, parce que les choses vont beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Mais quand tu penses, il y a des États encore aujourd'hui en Europe qui souhaitent adhérer, qui souhaitent adopter l'euro, c'est ouf. Dernièrement, c'était l'Estonie, je crois, ou la Lettonie. Je pense que ces pays-là peuvent avoir une forme d'intérêt, effectivement, à adhérer à l'euro. Parce que dans la mesure où eux ne sont pas impactés par un déficit vis-à-vis de l'Union européenne, c'est tout l'inverse. L'Union européenne est plutôt protectrice et ils sont très excédentaires, ils profitent de cette Union européenne. Donc pour eux, je pense qu'un passage à l'euro va pas les perturber outre mesure dans un premier temps. Au contraire, ça peut peut-être leur faciliter certaines choses, d'avoir le même niveau de vie que les autres. Dans un délai très court, tu vois. Dans un délai très court. Quelques années max. Quoi. Parce qu'après, évidemment, s'ils ne s'adaptent pas, ils finiront comme les Grecs. C'est-à-dire avec une économie exsangue et une monnaie trop chère. Mais c'est pas étonnant, ça m'étonne pas qu'il y ait encore... Et par contre, il y a des pays qui refusent absolument de rentrer, comme la Hongrie, la République tchèque aussi, la Pologne. Ils refusent par contre, alors qu'ils devaient rentrer, c'était prévu dans les traités. Il y avait des dates, même la Pologne aurait dû rentrer depuis longtemps d'ailleurs. 2 ans ou plus, c'est ça. Mais le gouvernement misait beaucoup dessus, l'ancien gouvernement, celui de Donald Tusk, là, de Donald Tusk. Qui maintenant a allé... Qui d'ailleurs, Donald Tusk, qui se la joue un peu, anti-européen des fois sur certains aspects. C'est un peu il est contradictoire, Donald Tusk, parce qu'il est président du Conseil européen, et en même temps, il a des déclarations que j'ai trouvées assez fracassantes, des fois même contre les migrants, Donald Tusk. Pour un dirigeant de l'Union européenne, je trouvais ça assez incroyable, une espèce d'ambivalence comme ça. En tout cas, c'est vrai qu'il refuse maintenant de rentrer dans l'Union européenne, mais c'est vraiment, pour le coup, le peuple qui refuse, qui s'exprime là-dessus. Oui, le peuple ne veut plus en Pologne. D'ailleurs, c'est marrant cette désaffection de l'Union européenne, surtout dans ces pays-là qui
avaient vu ça comme plutôt un grand espoir quand ils sont rentrés dans les années 90. C'était la... Bien sûr, non, putain, la suprématie, on rentre dans le club des riches, tu vois, ça fait penser le grand club des riches, les pays riches. D'un coup, je me retrouve traité comme l'Allemagne, la France, attends, je suis quand même la Pologne, bon, j'ai moins d'argent, mais je me retrouve au même niveau, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais écoute, en tout cas, actuellement, ils ont l'air assez lucides sur ce qu'est l'Union européenne, mais même si, après, sur d'autres sujets, tu verras, tu as du mal à savoir vraiment s'ils sont conscients des dangers aussi, par rapport à l'OTAN, par exemple. Tu vois, ils n'ont pas la même approche, mais je les comprends. Parce que l'histoire avec la Russie, fait que les Polonais, tu leur dis les Russes, tu vois, ils n'ont pas la même approche que nous avec ce truc-là, les pays de l'Est, parce qu'ils sont quand même fait envahir avec les Russes et ils se méfient. Je comprends qu'ils aient cette méfiance des Russes. Ils ont une méfiance naturelle. Le Polonais, on sait qu'il ne peut pas avoir un Russe à moins de 50 mètres. Tout à fait, Et par contre aussi, par exemple, le coup là, de Maïdan, là, ça a un petit peu appuyé aussi sur un peu une base arrière en Pologne aussi. Tu vois. Sait, oui. Beaucoup les mercenaires venaient de Pologne, on sait. Oui, en tout cas, ils s'entraînaient, je sais pas s'ils s'entraînaient, oui, ils s'entraînaient, mais en même temps, ils préparaient. Oui, la Pologne a servi clairement de base arrière pour la déstabilisation de l'Ukraine. Par exemple, donc, quand ils tremblent dans ces choses-là, directement pour le compte des États-Unis, pour le coup, parce que là, et ça leur dépend finalement. J'ai l'impression que des fois les gouvernements à ce stade-là, est-ce qu'ils ont le choix vraiment tu vois, je me mets à la place du gouvernement polonais, la pression qu'il doit avoir avec les Américains, un peu comme les Bulgares, tu vois, ce genre de gouvernement, ils se trouvent très démunis. Quand t'as les Américains qui arrivent, viens installer une base. Le gouvernement bulgare, il est mal, quoi. J'imagine pareil pour les Polonais, tout ça. Puisque quand on voit que même les gouvernements, entre guillemets, plus puissants se couchent, alors comment la petite Pologne, quand les Américains viennent lui mettre la pression... Là, c'est en Roumanie, par exemple, aussi, où il y a une nouvelle base de l'OTAN qui va être installée, elle aussi une des plus importantes, et où commencerait un peu ce transfert des armes, justement, qui étaient gardées en Turquie vers la Roumanie, d'accord, y compris du matériel nucléaire. D'ailleurs, on apprend que bien qu'il y ait ou en tout cas une base militaire très importante de l'OTAN en Turquie qui abritait du matériel nucléaire et qui aurait été déplacée en Roumanie, la Turquie reste apparemment détentrice de l'arme nucléaire. Oui, parce qu'il y a des armes nucléaires qui sont positionnées là au sud de la Turquie, dans la base de l'OTAN. Et les Turcs ont leur propre matériel nucléaire. Ah, ils ont leur propre matériel. Apparemment. Et ça, j'invite les personnes intéressées à regarder. Sibel Edmonds, c'est sur Newsbud qu'elle parle de ça. Elle-même est d'origine turque, c'est une ancienne du FBI. Et elle a des informations très claires là-dessus. D'ailleurs, elle sort un peu de son devoir de réserve là, pour en parler, sur le fait que la Turquie a son arme nucléaire. Tu vois, pas seulement celle qui était abritée pour le compte de l'OTAN, mais sa propre arme nucléaire. Alors là également, t'imagines une arme nucléaire aussi en Turquie, tu vois, pour dire à quel point il y a de quoi être un peu affolé aujourd'hui, si on ne maîtrise pas tout ce bazar, tu vois, dans cette région. Qu'ils ne vont pas s'enflammer, comme on dit. Bon, on arrive à la fin. Merci beaucoup à l'assaut. Merci à toi. Pour cette revue de presse. Je n'ai plus accès au chat, donc je ne sais pas ce qui se dit. Je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. On leur fait des bisous, ceux qui nous regardent. Et puis, au revoir à la régie. Au revoir aux modérateurs. J'imagine qu'il y en a. Et au revoir à tous les métanotes. Et puis, de toute façon, on se rejoint bientôt, normalement, bientôt. Voilà. Bientôt. Forcément, de toute façon, si vous écoutez, bientôt, on se rejoint, mais vous êtes forcément la résistance. Et une petite dédicace à ceux qui essayent aussi de faire avancer les choses à leur façon, comme ils peuvent, en tout cas. Voilà, moi aussi, je suis Dany ce soir. Ciao.